La communauté d'affaires du Québec est forte, diversifiée et innovante. Les entreprises de toute taille et de toutes les régions sont le moteur de notre économie québécoise. Nous savons combien la gestion d'une entreprise est un travail difficile. Si vous êtes en affaires, vous connaissez certainement les obstacles mieux que quiconque. Vous savez également ce dont vous avez besoin pour réussir et ce dont votre industrie et votre communauté ont besoin pour que l'économie du Québec reste saine et forte. N'aimeriez-vous pas pouvoir parfois vous adresser au gouvernement et influencer les décisions qui touchent votre région, votre entreprise et votre gagne-pain? Maintenant, vous le pouvez. L'Observatoire FCCQ est la combinaison d'une technologie de pointe et de la force de notre réseau d'affaires pour donner plus de poids à votre voix. Il vous donne la possibilité de faire part de votre réalité et d'envoyer vos meilleures idées au gouvernement. L'Observatoire FCCQ a été créé en collaboration avec le Réseau des chambres de commerce du Québec pour savoir ce que vous pensez. Notre travail commence par l'écoute de nos membres dans chaque région du Québec en posant les bonnes questions sur les enjeux qui vous touchent. Le réseau fait la force avec l'Observatoire FCCQ, un outil qui permettra d'influencer l'environnement d'affaires au Québec en fournissant rapidement des données fiables par secteur d'activité et par région à nos partenaires et au gouvernement. Nous vous communiquerons des informations afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant votre entreprise, dans votre secteur et votre communauté. L'Observatoire FCCQ met de l'avant les questions qui vous tiennent à cœur. Il est temps de faire valoir votre voix. Inscrivez-vous à l'Observatoire FCCQ dès maintenant. Depuis 120 ans, Desjardins sait qu'en unissant nos forces, on peut permettre aux personnes et aux communautés de prospérer au-delà de l'argent. Avec le Fonds du Grand Mouvement, on soutient des projets qui font du bien à l'environnement, qui contribuent à la vitalité économique de nos régions et qui enrichissent nos vies. Ensemble, on peut réinventer demain. Depuis 120 ans, Desjardins sait qu'on peut permettre aux personnes et aux communautés de prospérer. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente. Mon nom est Charles Milliard. Je suis président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous remercie d'être avec nous à cet événement donc, de la tournée En mouvement pour la relance socio-économique dans Lanaudière, Laurentides et Laval. Alors, vaste programme, 3 régions vraiment cruciales dans la vie des Québécois, dans le développement économique du Québec. Écoutez, on a reçu plus de 500 inscriptions ce matin. Je vois les gens rentrer, ça continue de rentrer rapidement. 500 inscriptions, je vous rappelle que c'est un gros rassemblement et c'est certainement 50 fois plus gros que ce qu'on aura le droit, donc du 24 au 27 décembre prochain. Vous avez vu les nouvelles comme moi. Donc, il y aura au moins des rassemblements le mois prochain, mais pour les restaurateurs, je vous avoue que ça demeure extrêmement difficile. Là, donc, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Aujourd'hui, c'est la septième rencontre donc, de notre tournée écologique, parce que ça ne nous coûte pas cher d'essence à mon invité et moi. Donc, je vous présente M. Guy Cormier, qui est président, chef de la direction du Mouvement Desjardins. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois, Guy, ce matin, ta disponibilité. Je vous présente tous les gens qui composent votre Zoom. Là. Donc, M. François Gagnon, chroniqueur économique au réseau Cogeco, qui animera donc la deuxième partie de la rencontre, qui sera un entretien avec 2 entrepreneurs de vos régions. Donc, Mme Caroline Thuot, directrice générale de Techno Diesel. Bonjour, Caroline. Et M. Réad Béchara, PDG des industries Palette Standard. Je vous présente aussi mes superbes amis du réseau des chambres de commerce. Alors, Caroline Deguire, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. Cynthia Cabis, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Et Jade Poitras-Bessette, directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Alors, les 3 chambres agissent à titre de chambre ambassadrice pour le recrutement de nos participants ce matin. Et on aura l'occasion de présenter avec Cynthia donc les autres chambres qui nous ont aidés aujourd'hui ce matin. On a quelques invités de marque aussi que vous ne voyez pas, mais qui sont avec nous. Je me permets de les nommer. M. Luc Desilets, député fédéral de Rivière-des-Mille-Îles. M. Gilles Blanchette, le maire de la ville de Bois-des-Filions. On a aussi des représentants des équipes des ministres Éric Girard et Nadine Giraud, qui sont évidemment des députés de vos régions, ainsi que du député fédéral Gabriel Sainte-Marie. Et finalement, il y a plusieurs journalistes qui se joignent à nous
pour entendre M. Cormier dans quelques minutes. Alors, vous le savez, le but de la rencontre aujourd'hui, c'est de parler de la relance économique, mais vraiment centré sur votre région, vos régions, votre partie du Québec. Donc, dans un premier temps, M. Cormier vous fera un portrait que je vous promets très intéressant sur la situation économique dans vos régions. Et par la suite, moi, je vous reviendrai avec des données qu'on a assemblées avec notre nouvel outil qui s'appelle l'Observatoire FCCQ. Vous avez vu un petit vidéo d'introduction. Et dans un troisième temps, donc, François conduira l'entrevue avec Mme Tuot et M. Béchara. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Cynthia pour la suite des présentations et je vous remercie d'être avec nous. Cynthia. Merci beaucoup, Charles. En fait, effectivement, là, au niveau des trois régions, nous sommes très fiers de recevoir cette tournée-là. Ici, trois régions limitrophes et qui ont des enjeux et des opportunités similaires. Donc, ça me fait bien plaisir, M. Cormier, de vous recevoir ce matin. Vous savez que autant les Laurentides, Lanaudière que Laval sont des régions très actives au niveau de la démographie, actives au niveau de la croissance. Donc, la crise actuelle aura des défis bien particuliers, que ce soit au niveau du tourisme, de l'aéronautique, du commerce de détail comme tel, mais également des opportunités pour d'autres entreprises. Donc, je tiens à souligner aussi les collègues des autres chambres de commerce qui sont avec nous ce matin de la région des Laurentides, donc une région dynamique en termes de chambres de commerce et je vous les nommerai. Donc, la chambre de commerce de tourisme de Vallée-Saint-Sauveur, la chambre de commerce d'industrie MRC de Deux-Montagnes, la chambre de commerce de Ferme-Neuve, la chambre de commerce de Labelle, la chambre de commerce de Mont-Laurier, la chambre de commerce de Sainte-Adèle, la chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant, celle du Grand Sainte-Agathe, la chambre de commerce et d'industrie Saint-Jérôme métropolitain, la chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil, la chambre de commerce et d'industrie de Mirabel, la chambre de commerce de tourisme Saint-Adolphe d'Howard et celle de Bois-des-Filions-Lorraine. Donc, j'ai déjà écoulé mon temps avec toutes les chambres de commerce. Caroline, j'imagine que ça sera un petit peu moins long rendu à ton tour. Mais merci à tous mes collègues d'être là ce matin, très actifs dans la tournée. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à Jade pour les présentations dans Lanaudière. Alors, bon matin tout le monde. Comme Charles le disait, mon nom est Jade Poitras-Bessette. Je suis la directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Joliette et c'est moi qui représente en fait les chambres de Lanaudière ce matin. Et j'ai nommé la Chambre de commerce de la MRC de l'Assomption, la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, celle de Berthier-Dautré, de Brandon, la Chambre de commerce de la Haute-Matawini, la Chambre de commerce de Radum, la Chambre de commerce du Grand Saint-Donat et finalement la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm. Donc, bonjour à tous mes collègues qui sont présents présentement pour la tournée. Donc, c'est moi aujourd'hui qui ai l'immense honneur en fait de vous présenter un homme à la tête d'une organisation qui est excessivement précieuse pour l'ensemble des chambres de commerce du Québec et j'ai nommé M. Guy Cormier. M. Cormier, chef de la direction et président du conseil d'administration du mouvement Desjardins. C'est à 26 ans que M. Cormier a plongé dans l'univers coopératif de Desjardins et il en devient le président et chef de la direction en 2016. Avec une vision ancrée sur les membres et clients, il insuffle un vent de changement au mouvement Desjardins. Leader visionnaire, il place l'innovation, l'humain et les communautés au cœur de son ambition, être premier dans le cœur des gens. C'est avec cette idée en tête qu'il a créé le Fonds du Grand Mouvement afin d'appuyer différents projets provenant des communautés. Très impliqué auprès de la jeunesse, il devient le premier parrain d'Académos, un organisme qui soutient nos jeunes dans l'atteinte de leur plein potentiel en les connectant à la réalité du monde du travail. Il est aussi le défenseur d'un meilleur partage de la prospérité, d'un développement économique durable et de l'édification d'une société ouverte et inclusive. Alors, sans plus tarder, veuillez accueillir virtuellement le chef de la direction et président du conseil d'administration du mouvement Desjardins, M. Guy Cormier. Merci beaucoup pour cette belle présentation-là. Bonjour tout le monde. Écoutez, par souci de temps, vous comprendrez là, tous les dignitaires, les chambres de commerce, tout le monde qui a été salué jusqu'à maintenant par M. Millard, par nos présentatrices. Merci d'être là. Considérez-vous salués. C'est tout un travail qui est fait par la Fédération des chambres de commerce de Québec, son président, M. Millard, là, pour être capable de rassembler une communauté d'affaires, des communautés d'affaires pour un si immense territoire
au nord de la métropole. On va ensemble avoir de belles discussions sur comment ensemble on fait face à la situation, mais aussi comment on va relancer notre économie dans les prochains mois, dans les prochaines années. Votre territoire, il est grand. Laval, Laurentides, Lanaudière, c'est un panorama, là, une vue d'ensemble là, de toute l'économie du Québec. Hein, vous avez de la technologie, de l'aérospatiale, du pharmaceutique, du manufacturier, du transport, du véhicule électrique, de l'agricole, du bioalimentaire, de la foresterie, de la culture et j'en passe. Donc, vous avez vraiment là, sur vos 3 grands territoires là, à peu près tout ce qui se fait dans l'économie du Québec et ça démontre la diversité de vos activités, de vos chambres de commerce, mais aussi, comme je le disais, de vos activités tout simplement. Et c'est ensemble, c'est avec vous tous qu'on va se relever. Là. Cette crise-là, on va finir par passer à travers, mais il faut tenir bon tout le monde. Il faut respecter les règles. Et ce virus, cet automne, il est partout, partout. Des éclosions, on le voit là, peuvent survenir dans tous les milieux. Alors, il est important de demeurer vigilant. Puis ce que je souhaite faire avec vous aujourd'hui, c'est vous partager les perspectives du Mouvement Desjardins, de nos économistes sur les événements, mais aussi plus précisément pour vos grandes régions respectives, réfléchir à l'impact, mais aussi réfléchir à comment on pourrait envisager la suite. Là. On entend souvent le monde dire là, « Ah, ça va être différent après. » OK, mais différent comment? Là? Il faut aujourd'hui y penser, puis vous êtes des décideurs qui allez pouvoir construire le différent. Commençons là, juste par un petit tour d'horizon rapide de la situation. Là. Je le disais, nos économistes ont fait un excellent travail pour bien mesurer l'impact économique de la pandémie dans chacune des régions. Les constats sont les suivants. En 2020, pour l'ensemble du Québec, on anticipe une réduction de l'activité économique de 4,8 %. Quand on a commencé la tournée dans la première chambre de commerce, là, presque en septembre, là, fin septembre, là, on parlait de 4,6 %. Donc, on a déjà un impact plus grand en 2020 en termes de réduction, notamment à cause de la deuxième vague cet automne. Comment vos régions se comparent à ce 4,8 %-là? Pour 2020, la région de Laval, on parle d'un repli de l'activité économique de 4,5 %, un petit peu moins que la moyenne du Québec. Dans la Lanaudière, 4,9 % de réduction, donc 1/10 de plus que la moyenne. Et dans les Laurentides, la région la plus éprouvée, on a un recul anticipé de l'activité économique de 5,7 %. Ce qu'on regarde aussi, c'est le taux d'emploi. Combien d'emplois ont été perdus? Combien d'emplois ont été récupérés? Puis comment se passe la relance actuellement? Au plus fort de la crise sanitaire, là, première vague essentiellement, là, Laval, perte de 25 800 emplois. Lanaudière, perte de 14 000 emplois. Et Laurentides, perte de 53 900 emplois. Mais si on étire la période d'observation, si on va de février à octobre, pas seulement la première vague du printemps, Laval a non seulement récupéré tous les emplois perdus, mais on en a rajouté 21 800, ce qui est une bonne nouvelle. Lanaudière a aussi récupéré tous les emplois perdus durant la première vague et même un gain positif de 700 emplois par rapport au début de l'année. Dans les Laurentides, c'est 97 % des emplois qui ont aussi été récupérés. Vous êtes passé de moins 53 900 à moins 1 700 en octobre. Donc, oui, l'impact a été brutal au printemps, mais déjà, on voit une remontée de l'emploi très vigoureuse dans vos 3 grandes régions. Regardons maintenant le taux de chômage. Le taux de chômage va quand même être élevé. Ça, c'est clair comme tel. 6 % à Laval, 7 % dans les Laurentides, 7 % dans la Lanaudière, excusez-moi, et 8 % dans les Laurentides. Et ça, c'est des taux pour 2021 que je viens de vous parler. Donc, vous vous demandez peut-être là, actuellement comment on peut avoir autant de hausse de l'emploi, puis en même temps un taux de chômage qui est quand même élevé, là, comme on le voit dans Laval et dans la Lanaudière. Bien, c'est essentiellement parce que les emplois qui sont créés là, ne viennent pas nécessairement remplacer tous les emplois perdus. Là. Prenez l'exemple de la restauration, du commerce de détail, du divertissement, du tourisme. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore retrouvé des emplois dans ce secteur-là. Puis Laval et Lanaudière sont 2 régions où la population grandit rapidement actuellement. Alors, quand les gens arrivent,
ce n'est pas des nouveaux travailleurs au jour 1, il faut qu'ils se cherchent un emploi. Donc, ça vient augmenter le taux de chômage, le temps où ils sont en recherche d'emploi, ce qui explique les chiffres pour 2021. Pour ce qui est des Laurentides, la récupération, je vous le disais, elle se fait un peu plus lentement, notamment parce qu'une forte proportion des emplois sont dans des secteurs d'activité qui sont les plus impactés actuellement, tourisme, hôtellerie, restauration et évidemment l'aérospatiale. L'effondrement là, du secteur aérien se répercute directement là, dans certaines des activités en aérospatiale. Puis il y a beaucoup de gens dans la région, vous le savez, qui travaillent dans ces secteurs d'activité-là. Donc, beaucoup de chiffres jusqu'à maintenant, mais vous avez peut-être besoin de savoir ou intéressé de savoir, on a perdu quoi concrètement, là? Alors, on a quantifié en dollars l'impact de ce ralentissement économique-là en 2020 pour vos régions respectives. Nos économistes là, en arrivent à ces chiffres. À Laval, le repli de 4,5 % de l'économie en 2020, c'est 791 millions de dollars en valeur qui se sont perdus. Dans l'Anaudière, la baisse de 4,9 %, ça représente 755 millions de dollars de valeur économique de perdus. Et dans les Laurentides, le recul économique de 5,7 %, c'est 1,3 milliard de dollars en moins de valeur économique. Contrats perdus, emplois perdus, perte de chiffre d'affaires, etc., etc. Une fois que je vous ai dit tout ça, là, essayons maintenant de se projeter en 2021. La bonne nouvelle, c'est que ça va remonter. Déjà, on le voit, là, hein, les chiffres sont meilleurs. Là. On apprend à vivre avec la COVID, on s'adapte et beaucoup de secteurs d'activité depuis septembre ont repris leurs activités. Mais ça reste fragile, on le sait tous. Si on réussit à garder un bon contrôle de cette deuxième vague, nos chiffres pour 2021 démontrent une hausse de l'activité économique au Québec de 6,3 %. Juste pour Laval, un gros 7,3 % pour 2021 de croissance économique. Lanaudière, légèrement supérieure que la moyenne du Québec à 6,7 %. Et pour les Laurentides, c'est un petit peu plus lent, mais c'est une hausse de l'activité économique de 5 % en 2021. Donc, Laval, Lanaudière, d'ici la fin 2021, on a retrouvé notre niveau d'activité pré-COVID. Pour ce qui est des Laurentides, ça va aller en 2022, c'est clair. Donc, si on regarde maintenant la relance, oui, le contexte économique va s'améliorer dans les mois à venir, mais la relance, elle ne se fera pas par magie, là. Il faut la penser, il faut l'orienter. Puis l'objectif, selon moi, là, ça ne devrait pas de chercher à revenir comme avant. On devrait vraiment chercher à faire mieux qu'avant, à faire différemment. Puis ce qu'on constate à l'échelle canadienne actuellement, c'est que la crise a accéléré la numérisation des entreprises. Beaucoup d'entreprises se sont organisées rapidement pour favoriser le télétravail ou automatiser leurs opérations. Quand l'économie va repartir, c'est clair que ça devrait nous générer des gains de productivité dans nos entreprises. Mais en même temps, vu qu'actuellement, on est tous pris à réfléchir, à repenser nos opérations, mais pourquoi ne pas en profiter pour comment on produit, comment on consomme, comment on achète? Comment on ne pourrait pas faire mieux dans tout ça? Comment on ne pourrait pas le faire plus efficacement, plus proprement, puis plus solidairement aussi? Puis la relance économique chez Desjardins, je peux vous dire qu'on l'a vraiment en cœur. Vous l'avez vu dans la vidéo d'ouverture, je pense qu'il a même essayé de passer 2 fois cette vidéo-là. Ça fait 120 ans qu'on est impliqué dans toutes les régions du Québec. Puis depuis longtemps, l'une de nos grandes forces chez Desjardins, vous le savez, c'est la proximité. La proximité avec les personnes, avec les entreprises, avec les communautés. Puis cette proximité-là, elle nous a permis d'être à l'écoute et de pouvoir passer rapidement à l'action pour mettre en place plusieurs initiatives. Et c'est clair que dans l'une de nos initiatives, ça va être d'investir encore plus de capital de développement dans vos régions respectives pour vous soutenir. Dès les premières semaines de la crise en mars, on a mis plusieurs mesures d'allègement pour justement soutenir les particuliers et les membres d'entreprise avec 2 mots-clés, souplesse et bienveillance. Puis, considérant que la situation est encore précaire actuellement, on a décidé de maintenir nos mesures d'allègement pour les prochains mois, autant pour les individus que pour les entreprises.
On a aussi posé un geste significatif au printemps. On avait lancé un fonds de 100 millions de dollars de 2016 à 2020. On a décidé de lancer un nouveau fonds, le fonds du Grand Mouvement, 150 millions de dollars de 2020 à 2024 pour relancer les économies, la société à travers le Québec. Et je vous dirais que juste pour vos 3 régions, là, quand je regarde les dernières années, c'est 28 projets qui ont été soutenus par le Mouvement Desjardins à travers le Fonds du Grand Mouvement, 5,8 millions de dollars qu'on a injectés dans vos communautés. Et ce matin, je suis assez fier de vous annoncer qu'on a décidé d'autoriser 8 nouveaux projets pour une injection de 1,2 million de dollars supplémentaires dans vos milieux respectifs. Je ne les mentionnerai pas les 8, là, mais je vais vous en mentionner 3 à titre d'exemple. 142 500 dollars qui vont être octroyés au Centre de pédiatrie sociale de la communauté d'Argenteuil, qui va leur permettre d'ouvrir 7 nouveaux points de service dans les municipalités qui sont situées à l'extérieur des grandes villes. Ça va leur permettre d'augmenter leur capacité d'intervention auprès des jeunes qui sont en situation de vulnérabilité. 250 000 $ à la Société de développement du réservoir Kiamika pour la création d'un pavillon d'accueil, la construction de 6 refuges et 6 prêts à camper qui vont être assez originaux là, dans les secteurs de la baie Blueberry. Et 100 000 $ à la manufacture Laurentide à Sainte-Agathe-des-Monts pour son projet d'aménagement d'une grande cuisine commerciale dans le but de faire là, de la location par bloc d'heure à des petites entreprises ou à des organismes pour de la transformation alimentaire. Donc, on est convaincu que ces 8 projets-là vont contribuer à relancer socio-économiquement vos régions. Et oui, la crise sanitaire continue, mais il y a plusieurs défis devant nous, mais on va être capable, notamment avec ces contributions-là, de vous soutenir encore plus. De l'argent neuf pour soutenir l'économie et vos communautés. Ce qu'on a aussi fait cet été, c'est qu'on a pris le temps d'aller écouter nos membres d'entreprise. On en a consulté 4 000 à travers le Québec pour mieux comprendre leurs besoins. Puis il y a 3 éléments ce matin que j'ai le goût de vous partager, des solutions que l'on met de l'avant chez Desjardins pour vous aider. La première, du financement garanti pour les 2 prochaines années aux meilleures conditions d'avant la COVID. Donc, peu importe là, que le chiffre d'affaires ait baissé, que les conditions de financement, les critères ne soient pas tous, on va garder, en termes de tarification, de pricing, les conditions d'avant la COVID pour ne pas vous pénaliser nécessairement. Un accompagnement stratégique par nos experts, parfois au niveau de la transformation d'entreprise, parfois au niveau du financement, de trouver de nouveaux axes de croissance. On a des gens pour vous accompagner. Puis finalement, des rabais substantiels qu'on a négociés avec 2 firmes pour vous aider à offrir des services pour vous ou vos employés au niveau de santé virtuelle. Donc, ça pourrait réduire vos coûts d'opération, puis aussi accompagner. Ce n'est pas toutes les entreprises qui ont des programmes d'assurance collective nécessairement. On a aussi créé le Fonds C. Le Fonds C, là, c'est directement en réaction à la COVID pour aider les entreprises à mettre en place des solutions pour continuer leurs opérations essentiellement. Et il s'agit ici d'une contribution financière du Mouvement Desjardins aux entreprises sans remboursement. Sans remboursement. Puis ça peut faire une énorme différence, on le voit déjà. Là. On a dans votre région quelques exemples, là, versé 5 000 $ aux productions Lafayette à Mirabel pour les aider dans l'acquisition d'un équipement ultramoderne pour leurs opérations. On a appuyé à hauteur de 5 000 $ Expo Air Cargo de Sainte-Thérèse dans un projet d'acquisition. On a aidé Apiculture Haute-Laurentide à développer son centre d'élevage de rennes avec une contribution de 5 000 $. Donc, les contributions peuvent aller jusqu'à 10 000 $, de 0 à 10 000 $. Dans votre région, dans vos 3 régions jusqu'à maintenant, c'est 32 projets qu'on a soutenus pour 170 000 $ d'injection. Et à Laval, là, en date d'aujourd'hui, il reste encore 150 000 $ sur la table de disponibles pour les entreprises. Et dans la Naudière, 300 000 et le même montant dans les Laurentides, 300 000 aussi. Donc, j'invite les entrepreneurs sur la ligne à communiquer avec nos directeurs de compte entreprises, à communiquer avec nos centres Desjardins entreprises pour voir si on est capable de vous aider. Notre engagement, là, c'est de viser à aider le maximum d'entreprises à passer à travers, puis peut-être vous aider à saisir des nouvelles opportunités. Donc, en travaillant ensemble, on va se relever. On a de l'argent, on a des fonds dédiés, on a des moyens, on a du talent à revendre.
Il faut maintenant regarder tous dans la même direction. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se parler. Il faut se challenger peut-être. Qu'est-ce qui va changer dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qui va changer dans les prochains mois? Comment la pandémie change votre environnement économique? Comment ça vient influencer directement votre secteur d'activité? Puis il faut avoir ce genre de discussion-là dans nos chambres de commerce, dans nos régions, dans nos communautés. Et je salue le travail de la Fédération des chambres de commerce et toutes les chambres de commerce qui sont sur la ligne parce que vous stimulez ce genre de discussion-là actuellement pour bien accompagner les entrepreneurs. Puis de notre côté, je vais vous dire, on a une petite idée des changements qui sont possibles. Le gouvernement du Québec l'a dit, là, il faut rapatrier au Québec certains domaines de production. Je pense, exemple, à tout ce qui touche le biomédical. Bien, ça nous intéresse chez Desjardins. Il y a une volonté très claire d'achat local qui est de plus en plus forte. On a même commencé à rediscuter du développement de production en serre. Ça aussi, ça nous intéresse chez Desjardins. Puis il y a tout le défi de la lutte au changement climatique et l'ensemble de ses déclinaisons. Moi, je suis profondément convaincu que notre société va être marquée par des changements de valeur assez importants au cours des prochaines années. Le modèle économique qu'on connaît tous, là, extraire, transformer, utiliser, jeter, là, ne répondra plus aux besoins dans les prochaines décennies. Les citoyens, les consommateurs, les actionnaires vont être de plus en plus exigeants pour s'assurer qu'on recherche des produits, des services qui s'insèrent dans une économie circulaire. Ici, ce qu'on parle, là, on parle d'un écosystème économique où rien n'est perdu, où tout est réutilisé, où le produit usé d'une entreprise devient, dans le fond, le début de la chaîne d'une nouvelle entreprise. Et on crée plein de boucles comme ça qui utilisent de moins en moins de ressources brutes, qui diminuent le gaspillage, puis qui permettent d'opérer nos activités avec beaucoup plus de respect des personnes puis beaucoup plus de respect de l'environnement. L'autre élément qui me préoccupe, j'ai le goût de vous partager, c'est notre jeunesse. Les parents, il y en a sûrement beaucoup sur la ligne, bien, pour nous, la crise, là, c'est source de stress, c'est source d'inquiétude, considération financière, opérationnelle, ça devient pesant. Là. Mais pour nos jeunes, nos ados, nos jeunes adultes qui sont au cégep, qui sont à l'université, ils se retrouvent actuellement dans une situation où ils sont coupés de leurs amis, coupés de leurs loisirs, coupés de leur sport et ils étudient à la maison actuellement dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales. Moi, là, je ne voudrais pas que les jeunes soient doublement pénalisés actuellement par la crise. Oui, à cause de la COVID-19, mais aussi parce qu'ils doivent étudier à distance de façon plus isolée. Puis comme employeur, là, la relance, vous le savez autant que moi qu'on va avoir besoin de nos jeunes. Donc, vous êtes des leaders dans vos communautés. Il ne faut laisser personne derrière comme tel. Et nos jeunes, ils sont notre avenir. Donc, je pense qu'avec la pandémie, là, on a pris vraiment conscience à quel point on doit compter encore plus les uns sur les autres. Puis comme leader des entreprises, là, réfléchissons ensemble ce qu'on peut faire pour notre jeunesse dans les prochains mois, dans les prochaines années pour les aider. Parce que pendant qu'on réalise tout ce qui se vit, bien, on prend aussi considération de l'impact des gouvernements, ce qu'ils ont eu comme impact auprès de nous pour amortir le choc de la crise. Ça aussi, je pense que c'est une prise de conscience collective. Puis je vois de plus en plus un retour à une pensée plus collective. Ça, c'est l'autre changement de valeur que je constate actuellement. Pendant des décennies, le vent a soufflé dans le sens de la promotion des libertés individuelles. Puis ça, c'est bien, là. Hein? C'est un courant qui est très proche de l'émergence de plein d'entrepreneurs à succès que vous êtes tous sur la ligne. Mais les effets de la pandémie viennent nous rappeler l'importance de la pensée collective et du rôle de l'État comme protecteur du bien commun. On est bien libre, là, mais on est fort ensemble. Puis je suis convaincu que le modèle coopératif, avec ses valeurs d'entraide, de solidarité et d'engagement, bien, c'est plus pertinent que jamais. Puis pour moi, c'est un atout majeur pour traverser la crise que l'on vit actuellement. Il faut envisager les choses différemment pour la pérennité. On s'en va vers une société qui est encore plus consciente
ancré sur les personnes, les communautés et l'environnement. Puis évidemment, là, je sais qu'il y a encore des défis à court terme, cet après-midi, demain, la semaine prochaine. Mais il y a surtout un avenir prometteur. Oui, on va passer à travers. Là. Il faut serrer les coudes. Les efforts vont faire qu'on va pouvoir bien repositionner nos entreprises, bien repositionner notre économie, puis amener des gens à travailler encore plus ensemble. Et ça, c'est ce qui nous motive chez Desjardins actuellement. Penser l'avenir en mieux avec les entrepreneurs, les familles, les gens de Laval, Lanaudière, Laurentides. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy. François et moi, on fait le tour du Québec avec toi là, depuis 2 mois. Moi, je suis toujours renversé, en tout cas, par la générosité de tes commentaires. Tu es vraiment un excellent ambassadeur. C'est la première fois que je te le dis. Ambassadeur, porte-parole, mais vulgarisateur aussi du milieu économique. Réussi à mettre pas juste de l'émotion, mais de la compassion, je dirais, dans les propos. Et c'est vraiment apprécié. Alors, ça me frappe particulièrement ce matin, donc je veux te le mentionner. Félicitations aussi pour les belles annonces, entre autres dans la région d'Argenteuil, à Sainte-Agathe-des-Monts. Donc, vraiment des belles annonces qui font une différence dans le quotidien des gens de ces régions-là. Tu as mentionné à quel point il y a des secteurs qui sont très en difficulté, qui sont archi présents dans Lanaudière, Laurentides et Laval. Le tourisme, l'aérospatial, l'hôtellerie. On a vu cette semaine la ministre Caroline Proulx faire une annonce sur le tourisme, donc une annonce qu'on a bien accueillie, mais qui demeure quand même insuffisante, entre autres pour les grands joueurs du secteur hôtelier pour qui les frais fixes, ce sont souvent des millions de dollars par mois même. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer d'adresser. J'espère que le gouvernement fédéral aussi nous entendra à ce niveau-là. On a des représentants à Ottawa sur la ligne. On a vraiment besoin aussi que le ministère du Tourisme au Canada fasse sa part. En même temps, il y a des belles nouvelles. Je regarde le visage de Caroline aussi à Laval. Là. Donc, on a un repli de 4,5 % qui est prévu dans Laval, mais rapidement un bon potentiel de plus 7,3 %. Évidemment, plus 7,3 à partir du bas qu'on était, mais c'est quand même une progression qui est sensible et qui montre qu'il y a un espoir là, assez concret bientôt. Je prends quelques minutes. Je vais laisser beaucoup de temps aussi à François et ses invités pour vous parler de l'Observatoire FCCQ, qui est vraiment un outil qu'on a lancé dans le cadre de la tournée Desjardins, mais qui va continuer de vivre après la tournée Desjardins, qui vise vraiment à prendre le pouls sur votre perception de dossiers d'actualité économique au Québec et au Canada. Alors, on vous a invité via les chambres de commerce participantes à vous inscrire sur la base de données. Si vous voulez, c'est gratuit, ça prend 5-6 minutes. Et ça va vraiment être un outil de relations publiques et de relations gouvernementales puissant avec le temps, parce que plus on aura de répondants, plus on va pouvoir avoir des données régionalisées, même parfois peut-être par MRC. Envoyez ça à vos chambres de commerce et leur permettre de faire leur travail, d'être le porte-voix de vos revendications. Alors aujourd'hui, on a près de 160 participants sur la plateforme qu'on a recueillie. C'est vraiment excellent. Mais si la moitié d'entre vous, en quittant la conférence ce matin, se rendaient sur le site fccq.ca, s'enregistraient, donc en répondant à quelques questions démographiques principalement sur votre entreprise, ça va nous permettre par la suite de vous pousser d'autres questions et on va pouvoir, exemple, vous pousser une question le matin, avoir des résultats le soir, faire un communiqué de presse le lendemain, puis avoir peut-être des discussions avec des décideurs la journée d'après. Alors, c'est vraiment très, très concret ce que ça peut nous amener comme outil. Donc, rapidement, je vous présente des outils. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc, sur le profil des entreprises qui ont répondu, je vous mentionnais qu'on avait donc 159 répondants. On a dû fermer le sondage mardi, je crois, pour le temps de colliger le tout. Donc, on a 76 % des répondants qui ont moins de 50 employés et 51 % moins de 10 employés. Alors, les réponses que vous allez voir vraiment prennent racine dans le tissu entrepreneurial de vos régions, vraiment des petites organisations, des organisations qui ne l'ont vraiment pas eu facile dans les dernières semaines, alors dans les derniers mois même. Alors, quand on parle de perception, ce n'est pas des entreprises de 1000, 2000, 3000 employés qui ont majoritairement répondu. Ces entreprises-là viennent de secteurs diversifiés, évidemment, mais principalement du niveau des services professionnels. Donc, on sait évidemment à Laval, entre autres, c'est quand même très, très populaire comme à Montréal, mais aussi le commerce de détail. Et vous allez voir que ça explique certains résultats qui sont intéressants et qui peuvent être différents même de ce qu'on observe dans d'autres régions.
Alors, je vous amène tout de suite aux impacts de la pandémie. Donc, c'est quoi votre perception comme entrepreneur, comme gestionnaire sur les impacts de la situation actuelle? Donc, on a un impact négatif de 65 donc 30 plus 35, et 25 négatif. Je vous avoue que c'est une des régions la moins négative au Québec. Alors, on était en Gaspésie virtuellement mardi, Guy, François et moi, on était à 75 d'impact négatif, même si ces gens-là sont encore pour la plupart en zone orange et même jaune à certains égards. Alors, c'est donc dire qu'il y a une perception quand même qu'il y a eu un certain impact positif pour plusieurs entreprises. 25 c'est quand même une entreprise sur 4 qui a réussi dans la situation à tirer un certain profit au propre et au figuré de cette pandémie-là. Alors, loin de moi l'idée d'être jovialiste, mais c'est ce que vous nous avez dit, qu'il y avait quand même un certain nombre d'opportunités d'affaires dans la situation actuelle. Donc, quels sont ces impacts-là si on essaie de les nommer? Et évidemment, le report, l'annulation d'événements, bien, personne ne sera surpris de ça. 49 ça fait évidemment partie de la situation, le fait qu'on ait toute cette distanciation sociale-là qui va se poursuivre bien au-delà du temps des fêtes, si j'ai bien écouté le point de presse hier. Au niveau de la baisse des ventes, donc évidemment, près d'une personne sur deux mentionne la baisse des ventes comme un impact important, mais je vous reporte aux chiffres sur l'impact négatif de 65 Donc, 65 des gens nous disent « ça va mal », mais 47 des gens nous disent « nos ventes baissent ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gestionnaires pensent aussi qu'il y a d'autres éléments qui fonctionnent moins bien que seulement le top line ou la génération de revenus. Et parmi ces éléments-là, bien, il y a toute la question des ressources humaines. Alors, vous le voyez, là, les 3 petites flèches des éléments RH qui ont eu un impact négatif dans la crise. Donc, le départ d'employés, 23 la mise à pied d'employés, 27 la réduction des heures de travail, 35 Donc, on a un écart entre 23 et 35 d'enjeux RH. Je vous dirais que ça, c'est le plus élevé que j'ai vu jusqu'à présent. Donc, on était dans du 15, 22, 23 là, dans les autres régions. Donc, il y a vraiment eu beaucoup de fermetures, de mise à pied. Évidemment, ça a un lien aussi avec le commerce de détail, je vous en ai parlé tout à l'heure, et le fait que rapidement, Laval, si je ne me trompe pas même, est tombé, Laval, entre autres, là, dans les premières zones rouges. Donc, évidemment, avec tout ce que ça a occasionné comme enjeu. Je passerai à la partie sur les freins. Donc, quels sont les principaux freins dans le cadre de la relance? Je vais seulement déplacer mon image. Donc, baisse de la demande, 40 Donc, évidemment, ça a été un frein évident. Mais regardez le deuxième indicateur, et c'est quelque chose qu'on a vu partout au Québec. C'était largement en tête, entre autres, dans l'Est du Québec. Les difficultés de main-d'œuvre, donc 38 Alors, Guy l'a mentionné tout à l'heure, on a un taux de chômage qui est encore important. Qui a baissé. On a quand même eu un recouvrement de plusieurs dizaines de milliers d'emplois, mais on a encore un taux de chômage élevé et pourtant, la pénurie de main-d'œuvre, c'est un problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, 2 choses. Premièrement, il y a eu la PCU il y a quelques mois qui a eu un effet dissuasif sur le retour en emploi de plusieurs personnes. Mais dans un deuxième temps, il y a aussi un problème de compétences. Et là, c'est tout un chantier qui est en train de se mettre en place au gouvernement du Québec avec le ministre Boulay au ministère du Travail, avec qui on collabore beaucoup, sur la requalification de la main-d'œuvre. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'emploi qu'il est bon pour aller faire les emplois qui sont disponibles en ce moment. Alors, comment, avec les milieux d'éducation, avec les milieux de formation continue, on amène des employés à passer de compétences X à Y rapidement, pas nécessairement dans le cadre d'un grand programme qui mène à une certification, mais de façon agile pour s'assurer que les gens, dans les secteurs les plus en demande, ont les employés dont ils ont besoin. Puis les principaux secteurs, vous les savez si vous travaillez là-dedans, la santé, la construction, la transformation agroalimentaire, c'est aussi des secteurs où ils ont beaucoup besoin de main-d'œuvre. Et ça, ce n'est pas dans le sondage, mais un autre enjeu, une autre façon d'aider à régler les enjeux de main-d'œuvre, entre autres dans la transformation agroalimentaire, dans l'agriculture, c'est le recours à l'immigration. Alors, on a toujours des discussions avec le ministère de l'Immigration, particulièrement à Québec. Donc, on a vu qu'il y avait le nombre maximal d'immigrants acceptés au Québec n'a pas été atteint cette année. Donc, il y aura un report sur les années prochaines. Donc, il n'y a pas de perte de possibilités d'immigration nette. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais nous, on continue de penser que les seuils pourraient être plus élevés, que c'est une façon de contribuer au développement économique du Québec. Alors, je profite de la tribune ce matin pour vous le dire. Et le dernier point, le respect des normes sanitaires, 31 Alors, évidemment, ça a été un frein
parce que c'est difficile de respecter les normes sanitaires, mais en même temps, moi, je vous dirais chapeau aux restaurateurs. Laissez-moi aller jusqu'à la fin de ma phrase. Chapeau aux restaurateurs qui ont investi dans leurs organisations pour rendre les restaurants sécuritaires. Malheureusement, la situation est extrêmement difficile. Là, on a une prolongation d'au moins 6 semaines dans les restaurants. Donc, on aura l'occasion de faire valoir votre voix là-dessus au cours des prochains jours avec le réseau des chambres. Ce n'est pas facile. On veut respecter évidemment les conditions sanitaires, mais il faut reconnaître que beaucoup de restaurants étaient des modèles en termes de respect justement de ces conditions-là de la CNESST. Et à bien des égards, je pense, un commentaire éditorial qui ne regarde que moi, mais à bien des égards, des parties de fête dans des restaurants, ça pourrait peut-être être plus sécuritaire même que dans certaines cuisines familiales. Ceci étant dit, je comprends la décision et je pense que les Québécois reçoivent assez positivement, globalement, les annonces qui ont été faites hier. Je poursuis sur les mesures d'aide qui ont été les plus utiles. Donc, évidemment, on ne se surprendra pas le 35 de la subvention salariale d'urgence. Et ça, je vais me permettre de faire de l'autopromotion un peu. Là. Les associations économiques comme nous, on a été très vocales. Je sais que Guy aussi a eu beaucoup de discussions avec le gouvernement sur comment on s'assure de préserver le lien d'emploi avec nos employés. Et rapidement, le gouvernement fédéral, en avril, si je me rappelle bien, a accédé aux demandes des milieux économiques, puis a fait un peu comme la France, l'Allemagne, en permettant justement cette subvention salariale d'urgence-là qui monte jusqu'à 75 % comme vous le savez. Des programmes de prêts sans intérêt, évidemment, ça a été beaucoup l'apanage du gouvernement provincial. On a eu beaucoup de prêts qui ont été accordés, donc très positif aussi. En même temps, il faut faire attention de ne pas pelleter par en avant. Il y a une capacité d'endettement maximale. Si on ne fait que surendetter les entreprises, ils ne pourront peut-être jamais rembourser ça. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des aides directes pour les secteurs qui sont encore problématiques, comme, exemple, le tourisme. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Je me permets de rajouter aussi la culture qui vient de se faire dire encore un autre 6 semaines sans spectacle, sans rencontre avec les clients et les festivaliers ou les participants à tous les grands événements culturels. Dernière chose, vous voyez la révision de la PCU, 23 %. Donc, 23 % des gens pensent que l'arrêt d'une mesure a été la mesure qui les a le plus aidés. Alors, c'est une bonne façon de montrer comment il y a des mesures de crise, il y a des mesures de relance. Et parfois, il faut cesser les mesures de crise pour promouvoir la relance. Le dernier point que je vous mentionnerai, le troisième, sur la simplification, si on peut retourner une seconde, sur la simplification des processus de demande pour les programmes. Donc, 29 % des gens nous disent que ça a été compliqué d'avoir accès à ces programmes-là, entre autres l'aide sur les loyers commerciaux avec Ottawa. Donc, on a vu que le gouvernement s'est ajusté encore une fois pour que ce soit plus accessible rapidement. Je termine en vous mentionnant une donnée sur le télétravail. Alors, j'ai été surpris sur le coup, puis ensuite, je pense que j'ai compris. Donc, 60 % des gens dans les Laurentides, la Naudière, Laval, offre du télétravail, donc soit à temps plein ou à temps partiel. Je vous avoue que c'est avec la Gaspésie le plus bas qu'on a vu. En Outaouais, c'était 91 %, en Estrie, c'était 87 %, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 88 %, je pense. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, je pense. C'est certainement pas un enjeu, en tout cas, dans la plupart des régions, je pense que l'accès Internet est quand même bien. On a encore des enjeux, on le sait, et c'est vraiment en train d'être adressé autant au niveau économique que politique. Mais il y a beaucoup de commerces de détail qui ont répondu. Alors, on aura beau avoir la meilleure connexion Internet, si notre business, c'est de rencontrer des gens, de leur offrir des produits, bien évidemment que le télétravail, ça fonctionne un peu moins bien. Donc, 60 %, donc 6 personnes sur 10 seraient en télétravail de façon partielle ou permanente dans vos régions. Alors, je m'arrête là-dessus. Vous voyez l'espèce de qualité de données qu'on peut avoir. Donc, plus il y aura de gens sur la plateforme Observatoire FCCQ, plus ce sera riche. Alors, je cède la parole à François pour la suite des échanges. Merci beaucoup, Charles. Merci beaucoup, M. Cormier également. C'était extrêmement intéressant ce matin. Et pour ceux et celles, avant de passer à la période d'entrevue avec mes deux invités, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez poser des questions. Il y aura une période de questions après les entrevues que nous allons faire, que vous pouvez adresser vos questions soit à nos invités, soit à M. Cormier, soit encore à Charles Milliard ou moi-même, et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter mes deux invités. D'abord, elle est directrice générale chez Techno Diesel, Mme Caroline Thuot. Mme Thuot, bonjour. Bonjour. Et également les industries de palettes standards, au
aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'IPS. Il en est le président et directeur général, Raed Béchara. Bienvenue encore une fois à cette rencontre de ce matin. Première question, Madame Thuot, moi, ce qui m'a fasciné au sein de votre entreprise, c'est que vous êtes une équipe de filles dans un monde de gars. Comment on a réussi à faire la transition de votre père, votre mère, vers vous et vos sœurs? D'une façon très facile, bien humblement, puisque nous, notre vie s'est passée dans notre entreprise. Nous, jeunes, puisque nos deux parents géraient l'entreprise, les week-ends, on les passait dans l'atelier, donc à jouer dans les camions, à jouer. Alors, les employés nous voyaient. Mon père disait, eux, c'est la continuité. Alors, notre intégration s'est faite graduellement et très simplement parce qu'on a eu du soutien de la part des gars en place. Et comment s'est fait justement cette transition-là? Là? Parce que oui, votre père est toujours actif, votre mère vous a cédé les rênes en 2012. C'est vous qui êtes devenu directrice générale de l'entreprise. Comment s'est fait le changement au sein de la famille? Parce que chez vous, si j'ai bien compris, c'est famille, famille, famille. C'est très important. D'abord, il faut dire que nous, on est 4 filles, donc les 4 filles de Thuot qui avons intégré l'entreprise graduellement selon nos champs de compétences, nos champs d'intérêt également. On n'avait pas le droit de prendre une place qu'on désirait, mais plus celle que l'entreprise avait besoin. Donc, on a avancé à travers les années. Toujours, notre mère a été notre patronne. Alors, chez nous, c'est vraiment la mère, la directrice générale. Mon père est le fondateur, l'entrepreneur, le visionnaire qui a toujours donné une grande énergie dans tout ce qui était possible. Alors, on a cheminé à travers les postes chacune. On a aussi beaucoup discuté sur l'avenir et la continuité de l'entreprise. Puis, à un moment donné, quand ça fait 10 ans que j'étais dans l'entreprise, j'ai pu nommer mon intérêt à prendre la relève de ma mère d'abord comme directrice générale. C'est un parcours qu'on a été accompagné pendant 1 an et demi de temps pour après ça faire une transition. Et ça a été 4 ans plus tard où j'ai pris la présidence, donc où mon père a transféré la présidence. Maintenant, les deux sont retraités et accompagnateurs et de grands mentors pour nous encore aujourd'hui. Maintenant, ça fait 8 ans que le transfert de l'entreprise est fait. Excellent. Monsieur Béchara, vous, c'est plutôt atypique de votre côté, dans le sens où vous, c'était en études plus scientifiques qu'autre chose que vous dirigiez, en biochimie, entre autres, ou peut-être, moi j'avais lu en pharmacologie, mais c'est plus en biochimie. Et là, vous vous êtes retrouvé à travailler dans une usine qui, un peu plus tard, a fait faillite et que vous avez racheté vous-même. Comment vous avez passé au travers de cette période-là exactement? Effectivement, c'est un parcours un peu spécial. La dernière session en biochimie, je travaillais au service à la clientèle de la compagnie qui était en difficulté. Donc, moi, je voyais plus une passe pour faire de l'argent et rembourser une partie de mes prêts et bourses. Finalement, 23 ans plus tard, je suis encore là. Ce que j'aimais, c'est le côté développement durable et environnement. Même si en 1997, je voyais le potentiel de pouvoir être vert et faire de l'argent. Oui. Puis, vous en avez fait la preuve que c'est possible parce que M. Cormier en a parlé, puis ça fait plus qu'1 mois qu'on est ensemble. Et à chaque fois, il revient toujours en tapant sur le clou. C'est pas vrai qu'on va faire les choses demain comme on les faisait hier. Donc, il va falloir changer notre mentalité, être capable de faire du recyclage. Et c'est votre mentalité à vous. Vous êtes un parfait exemple ce matin. Absolument, je suis entièrement d'accord. Puis il l'a dit, M. Cormier, tantôt, c'est l'économie circulaire. Donc, ce qui est, je vais utiliser le terme, vidange pour une entreprise, c'est la matière première pour un autre. Et moi, des fois, il faut que je le transforme chez nous pour la rendre matière première utilisable pour une entreprise. Comme je vous ai expliqué tantôt, nos rebuts sont transformés en copeaux. On va récupérer les clous et les copeaux, puis les copeaux sont utilisés pour fabriquer des panneaux de mélamine. Donc, on sauve directement des arbres. L'année passée, on a sauvé pas loin de 540 000 arbres, ce qui n'est pas négligeable pour des arbres qui s'en allaient à aussi d'enfouissement. C'est énorme. Et vous avez, faisons abstraction des camions, là.
vous avez quand même retransformé votre usine aussi au niveau des chariots élévateurs où on utilisait du propane, maintenant c'est électrique. Votre usine est entièrement électrique, donc on peut considérer que vous êtes quasiment lean, vous êtes vert, là, presque d'un bout à l'autre. Absolument. Depuis 2008, on a, si j'exclus les rebuts, notre cafétéria, les vidanges, on est zéro déchet. Et depuis 2014, toutes nos opérations, notre broyeur, nos chariots élévateurs, l'usine, tout était électrique. Donc, nos émissions, à part le transport, puis ça s'en vient éventuellement avec des camions plus performants électriques. Moi, je crois qu'on est capable d'être à zéro émission. C'est ce que j'aimerais arriver à faire. Mais là, vous allez enlever de l'ouvrage de Mme Thuot, là, si ça arrive entièrement électrique. Comment vous voyez ça, l'électrification des transports, Mme Thuot? De façon très positive. En fait, je crois que c'est tout à fait vrai qu'on doit s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouveaux carburants émergents. Puis, il y a beaucoup d'initiatives fantastiques qui prennent place présentement. Puis, nous, ce qu'on désire, c'est accompagner nos clients. On est là pour nos clients. Alors maintenant, puis les bons clients, quand ils font de la bonne business, on fait de la bonne business. Alors, c'est le principe de les guider, les accompagner et s'adapter. Je crois que c'est une clé. Parce qu'il y a une entreprise là, dans la région de Saint-Jérôme, Lyon, pour ne pas la nommer, qui se prépare déjà à faire des camions, va faire des autobus. Vous, de votre côté, il va falloir adapter votre entreprise également, parce que là, ce sont des camions citernes, des camions diesel. Est-ce que ça va vous amener à être obligé de transformer votre entreprise pour aller vers ces nouveaux véhicules-là qui devront être entretenus d'une façon ou d'une autre? Absolument. En fait, il y a déjà des unités de la compagnie Lyon qui circulent dans la région de la Naudière, donc on a déjà été en contact, mais on a déjà vu l'émergence des camions alimentés au gaz naturel compressé, gaz naturel liquéfié ou encore au gaz propane. Donc oui, on doit adapter nos installations pour les accueillir, mais aussi développer les compétences de nos employés, de développer notre réseau d'approvisionnement. Donc tout ça, c'est un lien, on est tous attachés ensemble. Donc oui, c'est une clé de pouvoir se parler puis de suivre ces innovations-là. Excellent. Monsieur Béchara, vous êtes très impliqué au niveau de votre communauté. Vous avez intégré des employés qui venaient de la Syrie. Vous êtes Syrien vous-même. Et comment se fait l'intégration de votre communauté à l'intérieur de votre usine? Est-ce que c'était facile? L'intégration, moi, comme je l'ai vécu, j'ai appris le français à l'âge de 16 ans et je voulais, ces employés-là, ils arrivent, ils aient un emploi et puissent l'apprendre à même l'entreprise. Donc, moi, j'ai mon école ici, on a un local qu'on a converti et on a des professeurs qui viennent donner des heures de francisation jusqu'avant la COVID, évidemment, parce qu'on a dû arrêter pour cette période-là. L'intégration, moi, je misais sur surtout mélanger ces employés-là, ne pas faire un groupe de Syriens qui travaillent dans un partie de l'usine, dans un secteur précis. Donc, moi, j'ai pris la gang et on les a carrément éparpillés. Puis même, on est allé avec une rotation pour trouver le meilleur travail pour la meilleure personne. Donc, on a fait une rotation. Et actuellement, je suis très fier de ce projet-là. J'ai des personnes qui sont devenues des responsables de département. Ils parlent en français. Par rapport à la première journée, je suis entièrement satisfait. Et pour être honnête avec vous, c'est grâce à ces gens-là que je réussis à livrer la marchandise à mes clients. Ils sont reconnaissants. Puis moi, je suis reconnaissant aussi que c'est grâce à eux autres qu'on réussit à avancer. Comment l'immigration pourrait venir en aide à des entreprises comme la vôtre, par exemple? Parce que vous me parliez avant qu'on rentre en onde, si vous me permettez l'expression, que c'était déjà difficile d'obtenir ou avoir des employés et qu'après la COVID, ça risque d'être encore plus difficile. Alors, comment on peut intégrer l'immigration, justement? Là? Parce que Charles en a parlé tantôt, là, mais de votre côté, c'est quoi votre expérience? Bien, intégrer l'immigration, si je parle de mon expérience, moi, je mise sur une bonne intégration, c'est-à-dire
des cours de français en entreprise, parce que oui, on peut dire, on peut chialer, mais il faut que les entreprises fassent de la place pour ces gens-là, donner des cours à même les heures de travail. C'est sûr, quand il manque des personnes, bien, ça met de la pression sur le restant de l'équipe, mais c'est une période. On doit investir, on doit accepter cette période-là, et aujourd'hui, on récolte les bénéfices. Donc, si on leur donne l'opportunité et on s'implique, je dois vous l'avouer qu'au début, mes employés étaient réticents parce qu'ils ne parlent pas la langue, on va avoir de la misère à communiquer. Et aujourd'hui, ils sont très heureux de les avoir et ils travaillent en équipe et ils se complètent. Il s'est rendu des amis et c'est le fun. Donc, l'effort, mais il faut aussi utiliser le côté négocier et démontrer les bons côtés à venir parce qu'il y a certaines personnes qui ne le verront pas. Puis si on les amène là, mais on va gagner toute la société en général. On est mieux de les intégrer que de les laisser s'isoler et pas contribuer finalement à notre société. Et de votre côté, Mme Thureault, comment on fait face? Parce que vous avez connu une très, très forte croissance au cours des dernières années. Les 10 dernières années n'ont aucune commune mesure par rapport à la formation, à la fondation quand votre père est arrivé dans le domaine. Très forte croissance, donc ça met de la pression. On a besoin d'employés supplémentaires, de compétences supplémentaires. Comment vous, de votre côté, vous faites face au manque de main-d'œuvre? En fait, c'est drôle parce qu'en 1991, mon père a parti une école qui s'appelait les Mécanos Plus parce qu'il se disait en pénurie de main-d'œuvre. Alors, on peut dire que le sujet est omniprésent depuis déjà très longtemps, ce qui fait en sorte que on a développé des programmes d'accompagnement à l'interne où les plus vieux ont une grande ouverture d'accueil. On est en contact avec les écoles, bien évidemment, de formation. Mais on fait beaucoup d'actions de rayonnement. On est présentement en processus également de recrutement à l'étranger. En fait, tout était bien conclu, mais avec les défis des derniers mois, c'est retardé un petit peu. Mais en fait, je crois qu'on doit regarder vraiment beaucoup d'alternatives, mais surtout d'être un bon employeur. En fait, je crois que notre meilleure façon d'attirer, c'est d'être. En étant une entreprise aimante, à mon sens à moi, qui crée un environnement de travail favorable pour les milieux de vie, les milieux familiaux, l'émergence de talents. Je crois que c'est comme ça qu'on arrive également à recruter, en fait, parce qu'on est. Est-ce que le fait que vous soyez une famille qui dirige l'entreprise, ça aide à mettre comme une espèce de... Moi, je travaille dans une entreprise qui est familiale aussi. Hein, la famille Audette, un peu comme chez vous. Est-ce que ça aide justement à créer cette ambiance d'avoir l'impression que, tu sais, je travaille pour la famille. Tu sais, je travaille pas pour moi, mais je travaille pour un groupe. Je travaille pour nous et non pas pour moi, nécessairement. C'est un peu la mentalité que vous essayez d'inculquer. Tout à fait. C'est sûr qu'étant une entreprise familiale, la culture familiale est omniprésente. Ou pour nous, c'est hyper important de connaître tous les enfants, la famille, les avoir autour de nous. C'est vraiment hyper important parce que c'est ce qu'on valorise. Mais je crois, par contre, pour revenir sur le point que vous venez de mentionner, c'est que toute personne a besoin de contribuer à quelque chose qui est plus grand, à une vision, à un développement. Donc, pour certains, c'est des liens du cœur, pour certains autres, c'est des réalisations. Et on a besoin d'avoir quelque chose qui nous tire à l'intérieur de nous vers mieux. Alors, tant mieux, oui, la famille, je crois que c'est un bon motivateur, quelque chose qui rallie pour certains. Oui. Et de votre côté, M. Béchara, comment vous avez réussi à passer au travers? Les deux, je vous poserai la même question. Je vais commencer par M. Béchara, si vous me permettez, Mme Thureault. La période de pandémie a été extrêmement difficile les premières semaines, mais comme vous êtes tous les deux services essentiels, donc vous êtes revenus quand même plus rapidement que tout le monde au travail. Comment c'est fait? Comment vous avez vécu cette période-là exactement? Écoutez, c'était la préparation, et là, c'est le background de biochimiste qui m'a aidé dans le processus. Oui. Nous autres, les employés sont déjà équipés de lunettes de sécurité, des masques N95 avant la COVID. On fournit ça à tous les jours, des gants. Donc, les mesures additionnelles qu'on a rajoutées, c'est la prise de température,
la distanciation sociale. Mais le plus, c'est j'ai rencontré mon équipe au complet, puis j'ai demandé à tout le monde qu'on était en confinement entre la maison et le travail. Donc, comme on est un service essentiel, parce qu'on a beaucoup de clients dans l'alimentaire, dans le pharmaceutique, et c'est des domaines qu'on ne peut pas, je veux dire, il faut les servir parce qu'on ne peut pas manquer de bouffe et de médicaments. Et mon équipe, la réponse était vraiment exceptionnelle. Je peux vous dire, je touche à du bois tous les jours. On n'a pas eu aucun cas jusqu'à date. Tout le monde respecte les consignes. Et on les adapte et on change avec les changements de la santé publique et la CNESST, qu'il y a certaines choses qui ne sont pas tout à fait synchronisées. Si je parle de porter les masques, il y en a un qui dit que les masques lavables, il n'y a pas de problème. L'autre, non, ça prend des masques de procédure. Donc, il faut naviguer entre ça. Mais en général, c'est la préparation et aussi, j'ai mis des personnes en place pour le suivi des règles qu'on a établies. Et de votre côté, Mme Thuot, comment s'est fait cette transition-là? Est-ce que vous avez perdu des employés pendant les 2-3 semaines où vous avez été fermés là, parce qu'ils étaient rendus sur la PCU et il y avait des difficultés à revenir? Ou si de votre côté, ça s'est bien fait, la transition? En fait, ça a été absolument extraordinaire. On a eu une conversation qui a toujours été transparente, puis encore aujourd'hui. Dès les premiers jours, la communication était, nous, notre cible, c'est de ne pas faire d'argent, mais pas perdre de l'argent. Donc, ensemble, on va prendre les meilleures décisions pour que l'entreprise, pour que Technodiesel puisse poursuivre à travers les prochains mois. Et donc, on était constamment en communication avec eux. Ils suivaient notre évolution. Et ça l'a mené jusqu'à peut-être au mois de juillet où là, j'ai vraiment senti que les gens avaient besoin d'avoir un environnement qui était plus stable, si je peux dire, où ils pouvaient avoir une perspective un peu plus grande. Alors, on s'est mis à parler un petit peu plus de qu'est-ce qui s'en venait dans les prochaines semaines et les prochains mois. Puis, aujourd'hui, ce que je crois qui est vraiment important dans notre gestion, parce qu'il y a encore beaucoup de... Moi, ce que je constate, c'est beaucoup de fatigue psychologique. Je ne sais pas si vous le vivez dans vos organisations, mais la jonglerie des horaires, des contextes familiaux, les défis financiers aussi. Alors, ce qu'on porte attention depuis les dernières semaines, plus particulièrement, c'est à créer un environnement à mettre de la joie. En fait, à travailler beaucoup au niveau de la reconnaissance, de la douceur, de la tendresse, en fait, pour ramener dans le cœur humain, parce qu'on est tous dans la même situation, dans le même contexte. Donc, oui, comme entrepreneur, on a eu à prendre des décisions. Et là, maintenant, on a, à mon sens, à moi, à se prendre soin. Je crois qu'on est rendu à cette étape-là. Puis, donc, toutes sortes d'étapes qu'on a vécues à travers les derniers mois. Justement, peut-être une question, M. Cormier, qui me vient à l'idée. Dans le domaine de l'immigration, est-ce que vous sentez, vous discutez souvent avec le gouvernement, est-ce que vous sentez un changement de mentalité, peut-être Richard Charles également, s'il peut y répondre, un changement de mentalité, parce qu'on a voulu baisser les seuils d'immigration. Là, je sens de la part de M. Bécharon, de Mme Thuot, qu'il faut aller à l'extérieur absolument parce qu'on n'est pas capable de combler tous les postes. Est-ce que ça va passer par là nécessairement, l'immigration? Moi, je me permettrais, là, puis Charles aura sûrement une réponse. Dans les discussions que j'ai, là, que ce soit avec le ministre Fitzgibbon, le premier ministre, je sens qu'actuellement, le focus à court terme est vraiment sur le soutien des entreprises, les mesures financières, l'accompagnement à court terme, comment on met des programmes en place le plus efficacement possible, le plus rapidement possible. L'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre éventuelle, dans nos discussions, là, j'en discute avec eux, Charles de faire la même chose, mais essentiellement, je sens que le focus à court terme est vraiment comment on aide le plus les Québécois, les Québécoises et les entreprises. Il y avait déjà des programmes qui existaient pour ce qui touche la pénurie de main-d'œuvre. Alors, je pense que c'est toujours là. Peut-être qu'avec le ministre du Travail, Charles a des commentaires. Je pense qu'ils ont des contacts encore plus fréquents. Mais c'est clair que sur la dimension pénurie, l'enjeu des nouveaux immigrants, là, la solution des nouveaux immigrants, là, il la capte très bien. Là. Ça, c'est clair. Là. Je ne sais pas, Charles, de ton côté. Bien, je suis d'accord qu'effectivement, le focus est beaucoup sur aider
la situation actuelle avec les gens qui sont déjà parmi nous, mais déjà aussi les personnes immigrantes qui sont avec nous. Encore faut-il bien leur présenter les opportunités qui sont possibles, et ce, partout au Québec, là, pas juste à Montréal ou sur la couronne de Montréal. Et c'est pour ça qu'il y a des programmes comme, on a un programme chez nous, entre autres, là, qui s'appelle Un emploi en sol québécois, où justement, on vient proposer aux personnes immigrantes d'aller à la rencontre d'une autre région. Alors, en temps de non-COVID, habituellement, on part en autobus, on va passer une journée à Saint-Georges-de-Beauce, on a des entrevues avec des employeurs là-bas, des personnes immigrantes qui viennent souvent, évidemment, de la région de Montréal. On mange dans un restaurant, vous vous rappelez de l'ancienne ville, on mange dans un restaurant à Saint-Georges, on va visiter les écoles, l'aréna, pour que les gens puissent s'imaginer avoir un nouveau chapitre de leur vie professionnelle en région. Alors ça, on continue à le faire de façon virtuelle avec une plateforme technologique qu'on a. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont déjà ici. Maintenant, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense que la collaboration avec le ministère de l'Immigration, elle est très bonne. Moi, je salue entre autres l'arrivée de Mme Giraud là, à la tête de ce ministère-là. Les quotas qui n'ont pas été remplis sont reportés. Donc, nous, c'était très important qu'il n'y ait pas de perte nette d'immigration. Mais c'est certain que là, on travaille avec les seuils actuels qui sont une décision politique. Nous, on pense que ça pourrait être plus élevé. Mais encore faut-il bien s'occuper des gens qui sont déjà ici. Alors, il faut suivre avec des programmes. Il y a le nôtre, mais il y en a d'autres aussi là, qui peuvent essayer d'apaiser les problèmes. Est-ce que vous croyez que les programmes actuels qu'on a présentement, les prêts que l'on fait aux petites entreprises qui sont en zone rouge, par exemple, il y en a plusieurs qui se plaignent que c'est extrêmement difficile d'avoir cet argent-là. Ça fait déjà 7 semaines, il y en a qui n'ont pas eu d'argent encore. Les critères sont sévères parce qu'on parle de prêts, même s'il y a un pardon de 80 %. Certains n'auront pas ce prêt-là parce que n'étaient pas rentables au cours des 2 dernières années. Est-ce qu'on devrait élargir un peu plus les critères pour essayer de sauver le maximum d'entreprises possible ou ce sera impossible à faire? Charles, je te laisse y aller en premier, puis je pourrais compléter peut-être avec ce qu'on vit chez Desjardins. Je suis pas certain de comprendre, François, l'angle de ta question, je m'excuse. Bien, l'angle de la question, c'est l'aide du gouvernement du Québec là, présentement, où on peut faire un prêt qui sera pardonné à 80 % jusqu'à un maximum de 15 000 $ par période d'un mois. Il y en a plusieurs qui n'ont pas eu l'argent encore. Ça semble être très long, très difficile. Et d'autre part, il y en a d'autres qui n'auront jamais ces sous-là parce qu'ils n'étaient pas rentables auparavant. Est-ce que le critère de rentabilité préalable devrait être éliminé, particulièrement pour les restaurateurs? Là? Alors ça, c'est la question à 1 000 $ et il faut trouver ces 1 000 $ -là. Mais je vous dirais que la situation avec les restaurants, c'est que premièrement, il y a trop de disparités dans les exigences des différentes villes, régions, MRC pour avoir accès à cet argent-là. Il y avait encore un reportage à la télévision là-dessus hier. Donc, mais je pense qu'on avait une rencontre, nous, hier, avec plusieurs sous-ministres, puis je pense que le message est bien compris qu'il faut accélérer la distribution de cet argent-là, là, entre autres via le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Maintenant, aider ceux qui allaient déjà mal avant. Alors là, moi, je ne suis rien contre, mais il faut reconnaître que c'est un autre débat parce que là, on est quand même dans un marché privé où on doit aussi récompenser le succès, la prise de risque. Alors, est-ce qu'on veut ratisser plus large? Écoutez, Ottawa le fait déjà, ratisser plus large hein, dans la redistribution de la richesse, entre autres, avec la réforme d'assurance-emploi, tout ça. Donc, c'est des choses qui sont possibles, mais ça, c'est vraiment une décision politique. C'est un statement, comme on dit en anglais. M. Cormier. Ben, moi, je vous rassure, effectivement, j'aurais 3 blocs de réponse. Le premier, c'est effectivement, au niveau fédéral, là, je donne juste l'exemple chez nous, là, chez Desjardins, le fameux 40 000 $ de prêts d'urgence pour les entreprises. Là. Dans la Naudière, c'est 5 270 entreprises qu'on a accompagnées. Dans Laval-Laurentide, 6 230. Donc, ça, là, c'était même fait sur des plateformes numériques. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une rapidité d'exécution pour avoir accès à ce financement par la BDC à travers le mouvement Desjardins. Là. Ça, c'est une chose. Au niveau du gouvernement provincial, effectivement, les programmes sont un peu différents avec Investissement Québec. Mais je vous le dis, là, pour discuter régulièrement avec le ministre de l'Économie, l'écoute, l'ouverture, on l'a vu dans l'hôtellerie là, encore cette semaine, l'écoute, l'ouverture, elle est là. Et puis, je pense qu'après ça, là, ça devient effectivement, là, on met la ligne où, on trace ça, à quel endroit, on commence, c'est ces éléments-là, mais le dialogue est installé. Alors après ça, ça devient une décision gouvernementale. M. Cormier, M. Milliard, merci beaucoup. Je remercie également Mme Thuot et M. Béchara d'avoir participé à notre rencontre de ce matin. Et sans plus tarder, je laisse le mot de la fin
à la présidente directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, Mme Caroline Deguire. Madame Deguire, c'est à votre tour. Merci, François. Quel extraordinaire échange. Alors, j'ai beaucoup apprécié. On a fait le tour d'une question complexe, vague 1, vague 2. On se rappelle, en tout cas moi pour Laval, là, c'était l'épicentre canadien dès le début de cette première pandémie-là. On a la chance d'obtenir, je pense que, merci M. Cormier, d'avoir des statistiques qui nous démontrent qu'on a une certaine résilience grâce probablement, évidemment, à une économie assez diversifiée à Laval et qui nous permet probablement d'entrevoir une relance favorable dans des délais, on espère, raisonnables. Mais ceci dit, je pense qu'on a un message à regarder, c'est pourquoi pas profiter de cette opportunité, je crois, de cette relance pour oser la faire peut-être un peu plus durable, un peu plus résiliente, un peu plus solidaire. Les messages, depuis le tout début, sont les mêmes. Dès les premiers instants où on a rencontré les gens, les entrepreneurs, le focus, c'était vraiment les gens derrière les entrepreneurs, les employés, l'humain derrière. Et on se rend compte à quel point encore aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas en vague 2, c'est le cas parce qu'on veut créer un environnement plus attrayant, plus agréable. On parle encore de pénurie de main-d'œuvre. Alors, je pense que le rôle des chambres de commerce actuellement, et puis je salue Cynthia et Jade pour les chambres qu'elles représentent de Laval et Lanaudière, je crois que le rôle de nos chambres actuellement, de poursuivre l'accompagnement, de demeurer terrain au niveau de la proximité avec nos chefs d'entreprise, nos entrepreneurs, avec le trait d'union vers l'aide qui est disponible, que ce soit gouvernementale ou chez Desjardins. Je pense que c'est quelque chose qui va être important. Puis, je fais un appel à tous. On a bien entendu que dans le fond C, il reste encore des initiatives de 150 000, voire à 300 000, dépendamment des régions, également l'Observatoire de la FCCQ. Si vous voulez que vos chambres soient à votre image, chers entrepreneurs, on a besoin de vous, puis on a un bel outil communautaire de se rapprocher de nos communautés avec nos cœurs villageois, puis d'être présents avec des initiatives comme Prox Commerce ou autres, ou de développement durable avec la symbiose de l'économie circulaire. Merci Raed d'être un excellent ambassadeur sur des valeurs communes lavalloises et autres également. Alors, un grand merci à tous, puis comptez sur vos chambres pour de l'accompagnement. Je pense que c'est ça c'est notre rôle numéro 1. Bien, merci beaucoup tout le monde, encore une fois, et merci à presque 300 personnes qui nous ont suivis ce matin et ceux et celles qui ont posé des questions. Peut-être un dernier mot, Charles, avant de quitter? Écoutez, je vous remercie. Moi, encore une fois, je pense que ça a été une des rencontres avec le plus de contenu, là, autant avec M. Cormier que le nombre de répondants de l'Observatoire que les témoignages de nos entrepreneurs. Pour moi, c'est ça la tournée en mouvement avec Desjardins. Alors, grand succès puis bon week-end à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.